Merci Michel, merci à la Sven pour l'invitation et bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc effectivement, j'ai deux casquettes. Je suis directeur de l'équipe énergie en Europe du cabinet Compass Lexecon. Travaillons régulièrement pour les acteurs du secteur, mais aussi les gouvernements, les régulateurs. Et par ailleurs, je suis professeur associé et conseiller scientifique de la chaire sur les marchés électriques en Europe à l'Université Dauphine et à l'Université de Florence. Alors, Michel a bien introduit les objectifs de cette étude qui sont, je pense, d'apporter une brique, une pierre à l'édifice, effectivement, des différentes études sur les scénarios avec un angle particulier. Je vais y revenir dans un moment, Michel l'a dit, qui est de prendre en compte certaines des contraintes dans la transition liées au développement notamment des flexibilités qui sont essentielles pour assurer la sûreté du système. Alors, je vais organiser ma présentation en 4 temps principaux et je conclurai. Tout d'abord, je vais revenir sur certains des éléments de contexte qui sont importants. Certains ont été déjà mentionnés par Sophie Monlon, par Thomas Vérinck, par Michel, mais je vais me concentrer essentiellement sur les éléments de contexte européens qui ont une importance quand on modélise, et c'est ce qu'on fait, le système électrique européen dans son ensemble. J'y reviendrai, mais nous utilisons bien sûr un modèle qui utilise une représentation au pas horaire, heure par heure, de l'ensemble des centrales électriques sur le réseau européen. Deuxième point, je vous présenterai des résultats préliminaires, puisqu'on est encore en train de travailler sur cette étude, et évidemment elle sera finalisée dans les semaines qui viennent, tout d'abord sur les éléments de mix, et ensuite sur des éléments de comparaison autour des coûts et des flux aux frontières. Donc, je vais commencer par quelques éléments de contexte supplémentaires en complément de ce qui a été mentionné. Alors, ça a été rappelé, la France s'inscrit pleinement dans les objectifs européens de neutralité carbone à 2050. Ce que j'ai souhaité matérialiser sur ce graphique, c'est que le fameux Green Deal, le paquet vert qui est en discussion au niveau européen, amène un débat sur le relèvement de l'ambition. Vous voyez les niveaux cibles à 2030 de réduction de gaz à effet de serre et à 2050. Dans les scénarios qui jusqu'à présent faisaient référence au niveau européen, donc on n'était pas sur une décarbonisation complète, et les scénarios qui sont en train d'être instruits, donc des scénarios qu'on appelle d'émissions net zéro à 2050. Donc à n'en pas douter, il y aura des débats fournis au niveau européen, tant sur ces objectifs que sur les moyens pour y parvenir, mais c'est un élément de contexte à prendre en compte. Deuxième élément, quand on regarde ces scénarios européens, et vous voyez que le graphe est assez touffu, du point de vue de la demande d'électricité. Sophie Monlon l'a rappelé en introduction, au-delà du rôle des différents vecteurs énergétiques, c'est-à-dire au niveau des usages finaux, est-ce qu'on utilise essentiellement de l'électricité de manière directe, indirecte, ou est-ce qu'on compte aussi sur d'autres vecteurs, par exemple l'hydrogène, d'autres vecteurs possibles. Ce qui se dégage de l'ensemble de ces scénarios, c'est une très large fourchette possible pour la consommation d'électricité. Vous voyez qu'entre 2020 et 2050, suivant les scénarios, ça va du simple au double. Maintenant, le point qui est important, le deuxième point qui se dégage, c'est que dans tous ces scénarios, on a une augmentation de la demande d'électricité. Et ça, je pense qu'il ne faut pas le perdre de vue. C'est quand même un des messages forts qui se dégage. Alors pour la France, je ne vous montre pas toutes les planches, il y a des annexes à cette présentation pour ceux qui sont intéressés d'aller dans les détails. Le scénario de référence que nous utilisons est pleinement en ligne avec le scénario de la stratégie nationale bas carbone. Il prévoit une consommation qui augmente à 620 TWh en France en 2050. Donc c'est une hausse de 30% par rapport à la consommation d'aujourd'hui. Et l'électrolyse de l'hydrogène représente à peu près 50 TWh dans cette hausse à 2050 dans notre scénario central. Je souhaite revenir également sur des éléments qui ont été mentionnés par Michel. La question des capacités pilotables chez nos voisins. La très bonne nouvelle du point de vue du climat de ces dernières années, c'est que la sortie du charbon est enclenchée en Europe.
Ce qui peut surprendre par rapport au scénario que nous faisions il y a quelques années, c'est la vitesse et les engagements qui ont été pris par rapport à la sortie du charbon dans un certain nombre de pays. Quelques chiffres à ce sujet, on a à peu près 120 gigawatts de capacité charbon lignite en Europe en opération aujourd'hui. On passera à 52 gigas en 2030, en une décennie, puis 14 gigas en 2040. Donc, au-delà du fait que le charbon émet beaucoup de CO2, il ne faut pas oublier que ce sont des capacités pilotables. Et donc, évidemment, ça s'ajoute aux défis qu'il faut prendre en compte. J'ai mentionné la croissance de la demande d'électricité. Deuxième défi, la baisse des capacités pilotables. Alors, sur les capacités pilotables, puisqu'on y est, il faut évidemment parler du renouvelable hors de France. On va parler bien sûr de la France sous peu. Des éléments de contexte, donc on a une situation qui est contrastée en Europe avec des projets de nouvelles constructions, comme vous le savez, et des constructions en cours au Royaume-Uni, dans certains pays d'Europe de l'Est, en Turquie. Inversement, on a certains pays limitrophes à la France, c'est ça le point important dans une optique de stabilité réseau et de sûreté, qui sont engagés dans une sortie. Je ne vais pas vous rappeler les sorties en Allemagne, en Belgique notamment. Dans une modélisation à la maille centre-ouest européen, c'est évidemment essentiel d'un point de vue sûreté. Troisième élément de contexte, la montée prévue en puissance des filières des énergies renouvelables, à nouveau en ne regardant pas uniquement la France, mais les pays autour. Pourquoi c'est important? Parce qu'évidemment, ce qu'il faut prendre en compte, et Thomas l'a mentionné dans sa présentation initiale, c'est les effets de corrélation. Ce que je veux dire par là, c'est que quand il y a du vent sur le nord de l'Europe, il y a une très forte corrélation des régimes de vent et donc du productible éolien. Ce n'est pas forcément le cas, évidemment, avec les autres régimes de vent qu'on peut avoir dans le sud de l'Europe ou à l'ouest, mais ces éléments de corrélation sont essentiels à prendre en compte. Dans la mesure où, évidemment, si les pays limitrophes à la France se dotent, comme la France, d'un parc important éolien et solaire, la dimension météo aura un impact essentiel dans les questions de sécurité d'approvisionnement. Dernier point de contexte, et il est essentiel, et c'est là-dessus que nous avons concentré nos efforts, le développement des sources de flexibilité. Alors vous voyez un puzzle qui schématise le fait que nous avons plusieurs sources de flexibilité à disposition et qui vont se développer. Il ne faut pas oublier la source actuelle, je l'ai mentionné, c'est qu'on a des centrales pilotables. On en aura de moins en moins. Il ne faut pas oublier également qu'on a certains moyens de stockage, notamment les STEP, stations de turbinage-pompage. On a des nouvelles formes de stockage qui sont en développement, aussi bien court terme, les batteries, que saisonnières potentiellement avec le power-to-gas par exemple. On a les effacements et le pilotage de la demande. Et on a évidemment les renforcements réseau qui permettent de développer des solidarités et de gérer effectivement ces besoins de flexibilité dans le système. Alors le point que je souhaite creuser dans cette présentation, et c'est le mandat qui m'a été donné par la SFEN, c'est de croiser les incertitudes technologiques, économiques, d'acceptation publique, ces différentes dimensions qui ont été mentionnées par Thomas dans sa présentation initiale, pour identifier les impacts potentiels dans différents scénarios de déploiement nucléaire, et notamment faire ressortir qu'un socle nucléaire, c'est-à-dire le renouvellement d'une partie du parc, pourrait avoir une valeur assurantielle dans des scénarios dans lesquels les moyens de flexibilité ne se développent pas ou se développent plus lentement que ce qui est prévu. C'est un des axes de l'étude. Je passe assez rapidement sur le réseau. C'est également une des incertitudes, comme vous le savez, la capacité à déployer aussi bien des renforcements internes qu'internationaux. Alors j'en viens à effectivement les objectifs de l'étude très précisément. Elle s'inscrit dans le cadre des objectifs de la France, neutralité carbone 2050, en prenant en compte l'augmentation de la demande, la diminution des capacités pilotables et le développement des énergies renouvelables. Elle se concentre sur des incertitudes techniques, économiques, d'acceptation sociale de deux ordres. Je ne dis pas que c'est les seuls, mais il faut faire des choix. Comme l'a bien rappelé
Thomas, c'est un exercice dantesque de vouloir couvrir l'ensemble des combinaisons possibles. Et on a choisi ici de se focaliser sur deux angles qui nous semblent, avec la sphène, essentiels pour contribuer au débat. Un premier angle qui est évidemment le maintien d'un socle nucléaire, de cette option nucléaire, avec un renouvellement partiel au moins du parc. Je vous présenterai le scénario qui est étudié. Et un deuxième point qui est l'incertitude sur le développement et le coût des solutions de flexibilité. Alors, comment on fait ça? On fait ça au travers, je l'ai dit en introduction, d'un modèle que nous avons développé depuis plus de 10 ans, qui est utilisé au niveau européen, qui est un modèle de dispatch et d'optimisation des investissements du système électrique européen. Je ne vais pas aller dans le détail parce qu'on n'a pas le temps dans ce congrès d'aller dans le détail, mais on a une annexe technique à cette présentation pour ceux qui souhaiteraient des détails sur la modélisation. Pour le résumer, on a deux types d'optimisation, une optimisation court terme et une optimisation long terme. L'optimisation court terme, c'est au pas horaire, s'assurer qu'on représente de manière fine les contraintes opérationnelles, donc de stabilité technique, du réseau et des différents moyens de production. L'optimisation long terme, c'est s'assurer que les centrales qui sont déclassées, les centrales dans lesquelles on investit, ont à la fois une rentabilité économique, donc un bouclage économique, mais également un bouclage physique, c'est-à-dire qu'on s'assure qu'on maintient les critères de sûreté au niveau du système électrique. Pour ce qui est des hypothèses, alors, il est très important d'être transparent. Pour travailler de longue date sur des scénarios, j'ai commencé ma carrière à l'Agence nationale de l'énergie. Je pense que la meilleure contribution qu'on peut faire au débat, quand on présente une étude comme celle-là, c'est d'être transparent sur les hypothèses qui sont prises. Donc, de manière très transparente, il y a des choses qui sont exogènes, qui sont forcées dans le modèle, les scénarios nucléaires, on va y venir, mais également les hypothèses de déclassement de certaines technologies pilotables, comme la sortie du charbon. Pourquoi? Parce que c'est des objectifs politiques qui sont mis dans la loi dans un certain nombre de pays, donc on force ça dans le modèle, que ce soit économique ou pas. Inversement, on met en concurrence, sur leur mérite technico-économique, les filières non émettrices de CO2, donc l'éolien, qu'il soit terrestre ou en mer, le photovoltaïque. Alors, pour ce qui est des centrales au gaz, bien entendu, dans le cadre français, on parle de biogaz, puisqu'il n'est pas possible de construire de nouvelles centrales qui ne soient pas au biogaz. Et on a un focus particulier, un point d'attention particulier sur les flexibilités, comme je vous ai dit, qu'elles soient court terme, batterie ou saisonnières, power to gas. Un petit rappel, ça a été mentionné par Michel, mais on n'a pas la prétention de modéliser l'ensemble des scénarios nucléaires envisageables. Cette étude est une étude qui complète les travaux déjà effectués par la SFEN. À ce titre, il y a un scénario possible de maintien du nucléaire à 50% du mix qu'on ne regarde pas dans cette étude, mais qui a déjà été regardé par la SFEN en 2018. Nous nous concentrons sur deux scénarios, un scénario sans renouvellement du parc nucléaire, sans option nucléaire, et un scénario qui maintient un socle nucléaire. Je vous les présente avec un peu plus de détails sur cette diapo. Donc vous voyez en haut les hypothèses de capacité nucléaire en France. Dans le scénario, alors les titres sont inversés, donc le scénario sans option nucléaire en haut et avec option nucléaire en bas. Vous voyez que dans le scénario sans option nucléaire, on respecte bien entendu la PPE avec les 14 fermetures mentionnées d'ici 2035, puis ensuite une fermeture progressive des réacteurs quand ils atteignent 60 ans, avec un lissage pour prendre en compte l'effet falaise. Dans le scénario avec option nucléaire, on construit 13 nouvelles unités d'ici 2050, représentant 21,5 gigawatts. Pour vous donner les ordres de grandeur, c'est un scénario, compte tenu de l'hypothèse de demande, qui maintient à peu près 30% de production nucléaire dans le mix à 2050, pour que les choses soient claires dès le début. Donc c'est ce scénario qu'on va contraster avec un scénario dans lequel il ne reste plus que 15 giga 5 à 2050. Un dernier point, comme je vous le disais, on croise ceci avec des hypothèses contrastées sur le développement de la flexibilité.
Comment on modélise ça? D'un côté, on prend en compte des hypothèses ambitieuses mais réalistes de chute des coûts, de décroissance des coûts pour les batteries, pour les stockages saisonniers comme le power to gas. De l'autre côté, on prend une hypothèse de coûts qui reste constant, qui peut refléter des tendances, par exemple, à la hausse liée à des difficultés dans la chaîne d'approvisionnement, la supply chain, qui serait compensée par un effet d'apprentissage. Donc voilà les scénarios que nous croisons. Je vais vous présenter des résultats préliminaires. Comme je l'ai dit en introduction, on continue de travailler, mais on a des résultats à vous montrer. Premièrement sur les mix et ensuite sur un certain nombre d'indicateurs. Alors, je commence par le scénario avec ce socle nucléaire, scénario dans lequel on a à peu près 30% de production nucléaire à 2050. Voilà la photo de la capacité installée après optimisation de notre modèle. Donc vous voyez qu'on a une très forte augmentation des capacités renouvelables, 160 gigawatts d'ajout de capacités renouvelables entre 2020 et 2050, pour atteindre un total de 195 gigas en 2050. Ce qui est important, c'est que le modèle donc optimise en fonction des coûts des différentes filières, et que, en fonction des hypothèses de décroissance des coûts respectives de l'éolien sur terre, en mer et du solaire, on pourrait aboutir à des mix différents. Donc là, il y a un jeu d'hypothèses, on est transparent dessus, qui amène à essentiellement développer du solaire après qu'on ait fait de l'éolien, puisque très vite, la valeur du solaire se heurte à ce qu'on appelle un effet de cannibalisation. Ce que je veux dire par là, et je vais l'illustrer dans prochaine diapositive, c'est que vous voyez au pas horaire la production, notamment de l'éolien terrestre, de l'éolien en mer et du solaire, sur un mois type, donc janvier 2050. Et vous voyez une courbe verte qui se superpose, qu'on peut lire sur l'échelle de droite, qui est le prix de l'électricité sur le marché de gros. Ce qui est très visible, c'est que pendant les périodes dans lesquelles il y a beaucoup de production, parce qu'il y a pas mal de vent notamment, les prix marchés baissent très significativement. Donc on a ce phénomène inverse entre évidemment la capacité à produire et la valeur sur le marché de l'électricité. C'est dû à quoi? C'est dû tout simplement au croisement de l'offre et de la demande. Quand vous avez un surplus d'énergie sur le marché, les prix baissent. Mais ça a un phénomène autorégulateur qui est important à prendre en compte dans un modèle technico-économique, puisque ce qui va déterminer la valeur d'un investissement solaire, renouvelable ou nucléaire, c'est bien les revenus qu'on capte. Et les revenus qu'on capte sont le produit du prix fois les volumes produits. Autrement dit, ce n'est pas parce que vous produisez beaucoup que vous avez beaucoup de revenus, si vous produisez sur des heures pendant lesquelles la valeur de l'électricité est très faible. Donc ça, c'est un effet autorégulateur qui fait qu'au bout d'un moment, le modèle ne construit plus de solaire, puisque la valeur captée par le solaire en incrémental baisse. Alors tout ça, vous allez me dire, dépend de manière assez importante du développement des flexibilités. Alors nos modèles, évidemment, vont nous construire et optimiser le développement des batteries et le développement des effacements, des autres sources de flexibilité, les steps, et le stockage saisonnier, le power to gas. Alors on se heurte là aussi à une équation économique qui n'est pas facile, puisqu'il faut, et j'y reviendrai dans un moment, des arbitrages entre des pics de prix très élevés et des périodes pendant lesquelles on a des prix assez bas, pour arriver à rentabiliser, puisque la batterie arbitre entre ces deux périodes de prix, à rentabiliser les investissements de CAPEX importants dans les batteries ou le power to gas. Néanmoins, vous voyez, on a un développement significatif, puisqu'on a 15 gigas de batteries en plus, évidemment, des véhicules électriques. Pour mémoire, en 2050, sur les scénarios que nous utilisons, il y a 29 millions de véhicules électriques quand même. En plus de ça, nous avons un besoin essentiel de stockage saisonnier. Je m'explique. Les batteries peuvent permettre de lisser les problématiques d'intermittence sur une journée. Typiquement, vous produisez à certaines heures, pas à d'autres. Inversement, le problème de la semaine sans vent ne peut pas être résolu par des batteries. Donc là, il y a une problématique de stockage plus long terme, moyen-long terme, et la réponse à ça, c'est dans notre modèle les technologies de stockage saisonnier, notamment le power to gas.
Le mix qu'on obtient, je vous le disais, est caractérisé par un socle de production décarbonée nucléaire, à peu près 30%, qui limite le besoin des autres sources de flexibilité et permet de diversifier ce mix, comme vous le voyez, avec 33% d'énergie éolienne sur Terre, 19% d'énergie éolienne en mer et le solaire. Alors j'en viens maintenant aux implications de ne pas avoir cette option nucléaire. Donc je vais contraster les résultats que je vous ai présentés dans lesquels on maintient ce socle avec des résultats dans lesquels, encore une fois, on ne renouvelle pas ce socle nucléaire. Qu'est-ce que ça implique? On a 21,5 gigas de nucléaire en moins qui sont remplacés par encore plus de renouvelables, donc 68 gigas de capacité renouvelable en plus. Ça pose des problèmes en termes de évidemment accessibilité de ce gisement. On a essayé de comparer ce que le modèle construit avec les gisements estimés par l'ADEME dans son étude 100% énergie renouvelable, et on arrive à saturer effectivement, notamment sur l'éolien, le gisement. Ça nécessite également, comme vous le voyez, une montée en puissance des filières industrielles renouvelables, puisque le rythme des additions annuelles, et ça a été mentionné par Thomas dans son introduction, doit augmenter très significativement comparé à ce qu'on a vu sur les dernières décennies. Et pour finir, on a des capacités flexibles additionnelles à nouveau qui augmentent, puisqu'on passe à 32 gigawatts de batterie et 30 gigas de power to gas. Ceci étaient évidemment des indicateurs mixtes. Je vais vous présenter maintenant les indicateurs coûts et flux aux frontières. Alors, sans l'option nucléaire, on a un impact significatif sur les imports-exports et le solde commercial français. Ça se comprend finalement assez bien. Pourquoi? Ce qui fait les imports-exports, c'est les solidarités, c'est-à-dire le fait qu'on a des mix différents. Si on homogénéise le mix, puisque tout le monde fait un mix à base, entre guillemets, d'énergie renouvelable, en plus, compte tenu des corrélations en termes de climat, il y a moins d'export-import. Donc ça se comprend intuitivement assez bien, mais c'est confirmé par les résultats de modélisation, et ça a évidemment des impacts d'un point de vue du solde commercial français. L'autre point qui est important, c'est évidemment la question des coûts. Alors sur la question des coûts, il faut être prudent parce qu'il y a plusieurs dimensions à prendre en compte. Il y a la dimension production d'électricité, il y a aussi la dimension coût réseau. Donc à ce stade, nous ne modélisons que les coûts au niveau de la production, sachant que la SFEN a fait des études ainsi que d'autres sur les coûts d'intégration réseau qui doivent être ajoutés. Par ailleurs, on est dépendant à 2050 d'hypothèses sur évidemment l'évolution des coûts des différentes filières. Donc les coûts que je vous présente ici sont sur les hypothèses de décroissance de coûts fortes que je vous ai présentées, aussi bien pour les renouvelables que pour les moyens de flexibilité, et les hypothèses retenues également par la SFEN pour la maîtrise des coûts du nucléaire. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient un surcoût quand on se passe de ce socle nucléaire. Et ce qui est intéressant, c'est que ce surcoût est d'autant plus important qu'on est limité au niveau des technologies flexibles. Ça semble assez intuitif. Dans les scénarios dégradés, dans lesquels le développement des filières industrielles de stockage, que ce soit court terme ou long terme, est limité, on a un recours de plus en plus important aux renouvelables sans avoir forcément une valeur incrémentale pour le système équivalente à ce qu'on a dans des scénarios dans lesquels la flexibilité est accessible. L'autre élément qui est important du point de vue des coûts, c'est de regarder évidemment la dynamique des prix. Je vous montre deux courbes de charge. Donc vous voyez en bleu la courbe à 2020. On a l'habitude d'avoir des prix dans les marchés de l'électricité qui sont des prix qui montent très rarement sur des pics de prix. Et inversement, on n'a pas très souvent des périodes de prix à zéro. Si vous regardez la courbe rouge simulée à 2050, et ce n'est pas le scénario le pire, c'est le scénario dans lequel la flexibilité est accessible. Vous voyez qu'on a des périodes très significatives de prix à zéro ou très faibles, et des périodes très significatives de prix très élevés. C'est ce qui permet, entre guillemets, le développement du stockage. C'est ce qui aussi, je pense, doit nous amener à réfléchir un
un des axes de réflexion mentionnés par Sophie Mourlant en introduction, c'est évidemment le cadre réglementaire et le modèle de marché qui va nous permettre de déboucher sur des scénarios soutenables à terme en termes de mix. Pourquoi? Parce qu'évidemment, la volatilité des prix pose question du point de vue des risques induits pour les investisseurs. Évidemment, il y a une question pour les consommateurs, mais il y a une question pour les investisseurs. Comment financer des actifs intensifs en capital si vous vous basez sur un signal prix qui est extrêmement volatile? J'en arrive aux conclusions. Je vais essayer de récapituler les points clés. Quelle a été notre ambition dans cette étude? C'est de regarder deux des aspects principaux sur les scénarios 2050, c'est-à-dire la valeur pour le système de maintenir un socle nucléaire en France, en construisant une série de nouveaux réacteurs, tout en prenant en compte les incertitudes fortes qui caractérisent le développement des technologies de flexibilité, qui sont essentielles pour permettre d'intégrer les énergies renouvelables. Comment on a fait ça? On a fait ça au travers d'un modèle d'optimisation, aussi bien court terme, long terme, à la maille européenne, qui est calibré sur des sources publiques. Nos résultats, dans le scénario dans lequel on maintient l'option nucléaire, c'est un scénario qui est diversifié en termes de mix, dans lequel on a de nombreux défis, notamment la montée en puissance des sources de flexibilité et des filières industrielles associées. C'est pour cela qu'on a fait une variante avec des sources de flexibilité contraintes. Et il en ressort un message assez clair. L'option nucléaire, le maintien de ce socle, permet de limiter le recours aux autres sources de flexibilité. Donc ça a une valeur dans les scénarios dans lesquels ces filières ne se développent pas suivant le rythme ou au coût attendu. Donc ça permet de maîtriser les impacts de certains défis techniques, industrielles et économiques. Il y a également, comme je vous l'ai dit, un impact sur les exports-imports de la France et la balance commerciale, et un impact sur les coûts, bien entendu, à prendre en compte. Voilà, je vous remercie pour votre attention.